Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 3 mars. Voici les titres. La Loire-Atlantique pourrait voter oui à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qui ressort d'un sondage mené auprès des habitants du département. Pour le moment, ils seraient les seuls concernés par le référendum annoncé par François Hollande. Mais les Vendéens réclament aussi de pouvoir s'exprimer. Boléro au salon de l'agriculture, ce très poitevin vendéen représentait la race au concours général agricole. C'est la première fois que cet étalon de 5 ans y participait. Une récompense pour l'éleveur, Baptiste Vivinus, véritable passionné. Enfin, direction à la fin de ce journal, la clinique Saint-Charles de La Roche-sur-Yon. Elle propose des séances spécifiques de sport santé à destination de malades ou de patients qui sortent d'une intervention chirurgicale. Car l'activité physique est parfois un élément clé dans une thérapie. La majorité des habitants de Loire-Atlantique seraient favorables à Notre-Dame-des-Landes. C'est donc ce qui ressort d'un sondage IFOP pour Europe 1 et iTélé. 58% des personnes interrogées estiment qu'il faut transférer le trafic de Nantes-Atlantique et construire un nouvel aéroport. C'est la première enquête d'opinion menée depuis l'annonce d'un référendum sur le sujet avant l'automne. Mais l'organisation de cette consultation voulue par François Hollande reste pour le moment floue. Quelle question sera posée? Quelle valeur aura le résultat? Et surtout quel périmètre, c'est-à-dire qui sera invité à voter. Les Vendéens, en tout cas, semblent vouloir donner leur avis. Pour ou contre un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, si plus d'un habitant sur deux en Loire-Atlantique se prononce en faveur du projet, en Vendée, la question serait avant tout de savoir si le département sera concerné par le référendum. Un élargissement de la consultation souhaité par de nombreux Vendéens. Je pense qu'il faut élargir à tous les pays de la Loire, donc la Vendée, tout à fait. On s'en sert quand même beaucoup de l'aéroport actuel et je pense que s'il y en a un qui va être produit à Notre-Dame-des-Landes, on s'en servira aussi. Donc je pense que ce sera important qu'ils organisent un référendum aussi en Vendée. On est concernés. On est complètement concernés. Et donc ça serait normal qu'on puisse voter et donner notre avis sur ce projet. Ouais. Je pense que la nuisance des avions, pourrait aussi arriver dans ces eaux-là. Et puis bon... Oui, je pense que ce serait normal, oui. Nous, quand on prend l'avion, les Vendéens, comme les gens du Maine-et-Loire, ou même la Mayenne, sans doute, ils vont à Nantes. Hein. Du côté des élus, même position. Au-delà de l'intérêt même du projet, la quasi-totalité des parlementaires, députés et sénateurs demandent que la Vendée s'exprime. Un souhait porté également par le président du département. C'est quand même un aéroport dit du Grand Ouest. Et à partir de là, on peut considérer qu'un certain nombre de départements peuvent se sentir concernés, et particulièrement la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc oui, je pense sincèrement que la consultation aurait pu être élargie à l'ensemble de ces départements, mais il ne semble pas que ce soit la volonté du Premier ministre actuellement. Manuel Valls qui effectivement n'a jusqu'à présent évoqué la participation que de la Loire-Atlantique à ce référendum, tout en précisant le 16 février dernier que les contours de cette consultation seraient fixés d'ici un mois. Un accident ce jeudi à La Roche-sur-Yon entre un camion et un cycliste de 23 ans. Le jeune homme est décédé. Il s'agit d'un coureur du Vendée-U, Romain Guyot. L'Angevin, vainqueur de plusieurs courses, était l'un des piliers de la formation vendéenne. Il avait rejoint l'équipe il y a 5 ans. La suite de notre série de reportages autour du salon de l'agriculture. Il se tient jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Comme chaque année, plusieurs éleveurs vendéens sont présents là-bas pour concourir avec leurs animaux. C'est le cas de Baptiste Vivinus. Il s'est pris de passion pour les races locales et notamment le cheval de trait poitevin. Et cette année, il a été sélectionné pour participer au salon avec Boléro, un étalon de 5 ans. Élodie Pépin les a retrouvés au moment de leur passage devant le jury. Dans quelques minutes, Baptiste Vivinus doit présenter son étalon favori, un trait poitevin mulassier. Face à lui, 4 autres candidats espèrent décrocher une médaille. Alors forcément, la pression commence à monter. Il faut éviter d'être stressé parce que sinon on transmet son stress à son animal. Donc on essaye de se contenir, mais c'est toujours un moment important puisque c'est quand même la consécration de monter à Paris et ce concours général agricole, c'est très symbolique. Donc on est un peu tendu, mais on essaye de se raisonner. Baptiste Vivinus vient d'être appelé. C'est le moment pour Boléro, son cheval, de faire bonne impression. Les juges vont noter son aspect général et son allure. Il y a 10 critères, donc on commence par la tête, le dos,
les critères un par un, on les prend un par un. Ensuite, on prend l'ensemble également de l'animal, s'il représente bien la race. Et après, il y a également les déplacements, puisque là, il est en train de se déplacer au trot, déplacement ou pas, déplacement au trot, et également les aplombs. Les aplombs, c'est-à-dire sa posture, ou plus précisément la position de ses membres inférieurs. Chaque détail compte, mais aujourd'hui, Bolero donne du fil à retordre aux examinateurs. Ça commence à être un petit peu long pour lui, donc il est un peu impatient, donc il a beaucoup bougé au moment de la présentation. C'est le seul moment où il ne fallait pas qu'il bouge. Pourtant, Bolero est un habitué des concours, mais c'est la première fois qu'il monte à Paris. Et pour cette première, il obtient finalement la 3e place. 3e sur 4e, certes, mais il fallait tout de même se qualifier pour pouvoir être là. Du coup, j'ai reçu le 3e prix, donc c'est très bien, c'est déjà tellement bien d'être là que je suis content. Dans quelques jours, Baptiste et Bolero rentreront en Vendée, mais pas question pour eux de se reposer. Une saison de concours les attend, il faudra donc se remettre au travail. Et demain, nous parlerons des produits vendéens. Certains concourent également à Paris. Au chapitre économie, le président de la société Concept Alu vient d'être récompensé. Camille Ouvrard vient de se voir décerner le trophée régional des victoires des autodidactes. C'est un prix remis aux chefs d'entreprise qui n'ont pas fait d'études supérieures, un moyen donc de mettre en avant des dirigeants qui ont réussi sans forcément avoir beaucoup de diplômes. Pour le Vendéen Camille Ouvrard, à la tête aujourd'hui d'une centaine de personnes, ce trophée est un message pour les jeunes. Je pense que ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Alors bien sûr, il y a une bonne dose d'insouciance quand on est jeune, on a démarré très tôt, puisque moi je n'ai pas eu d'études supérieures et je suis parti très très vite à toucher la matière, comme je dis souvent, et ça m'a beaucoup servi après derrière pour développer cette entreprise. J'avais une connaissance à la fois du métier de base, et puis après on s'est appuyé sur, bien sûr, sur l'expérience de certaines personnes qu'on a embauchées pour aller plus loin. Ouvrons une page éducation à présent avec l'association Demelmôme. Elle vient en aide aux enfants et aux adolescents en difficulté scolaire dans le sud du département. Et cette semaine, elle a invité un pédopsychiatre à donner une série de conférences. Il s'appelle Olivier Revol. Il est à la tête d'un centre de référence des troubles de l'apprentissage à Lyon. Et il est venu donner des clés pour aider les parents, mais aussi les enseignants et les professionnels de santé. Le but, mieux accompagner ces enfants qui souffrent de problèmes de concentration, qui ont du mal à écrire ou à s'exprimer. Apolline Laurent. Des hommes à la préhistoire qui étaient plus rapides que les autres, qui avaient des troubles de l'attention. Parler des troubles de l'attention autrement, c'est le parti pris de la famille Lejaune. Sur la fratrie de 4 enfants, Marie a du mal à se concentrer à l'école et Louis est un enfant 10. 10 pour dyspraxique, dysorthographique et dyslexique. Il a du mal à lire et à écrire, un handicap dans la vie de tous les jours, mais surtout à l'école. J'ai des troubles de l'attention. À l'école, j'arrive pas à me concentrer. Déjà en maternelle, on me disait il est paresseux, il était puni parce qu'il ne voulait pas faire son travail, etc. Fin de grande section, je me suis vraiment inquiétée parce que je voyais qu'il n'arrivait pas à écrire son prénom. Et pourtant, on dessinait à la maison, je lui faisais écrire son prénom, on faisait de la peinture, beaucoup d'activités manuelles. Et lui, je voyais que, en fait, il refusait ces activités-là. Rapidement, le malaise et l'incompréhension s'installent entre l'enfant et ses parents qui ne savent absolument plus quoi faire. L'échec scolaire s'intensifie jusqu'au jour où l'enfant rencontre un professeur alerté par ses problèmes ou un professionnel de santé qui pose enfin le diagnostic. La première phase de la guérison, c'est comprendre comment on est et ensuite de résilier le contentieux avec l'école. À partir du moment où il a des aménagements à l'école et puis pour les examens, pour le brevet, pour le bac, eh bien, il sait qu'on a compris qu'il était différent, qu'on a compris que ce n'était pas de sa faute, qu'on a compris que ce n'était pas de la fainéantise et ça le remotive. Il reste dyslexique, il reste avec ses troubles de l'attention et tout, mais il y a des aménagements pédagogiques qui vont l'aider d'avancer et pendant ce temps-là se mettent en place toutes les rééducations orthophoniques, psychomotes, psychologiques, etc. Et surtout, on réhabilite l'enfant. On lui dit que lui, c'est quelqu'un de formidable, avec des difficultés, que ce sont ces difficultés qui sont difficiles à supporter, mais pas lui, et que lui, on va l'aider. Et en effet, pour Louis, être diagnostiqué 10 a permis de le soulager et de le réconcilier avec l'école. Il est aujourd'hui scolarisé à l'école publique de Sainte-Gemme-la-Plaine, où l'équipe pédagogique adapte son apprentissage. Il est heureux d'avoir cette équipe qui gravite autour de lui. Il se sent rassuré et je pense que ça lui permet de vivre sa vie d'enfant sereinement.
En France, entre 6 et 8% de la population souffrirait d'un trouble 10, soit près d'un enfant sur 10. Mais ce handicap n'est pas une fatalité puisque ces enfants développent grâce à ça de très grandes facultés de travail et s'investissent énormément à l'oral. Et dans une prochaine édition, nous nous intéresserons aux enfants à très haut potentiel. Poupée a dévoilé sa programmation. Le festival vendéen aura lieu du 30 juin au 22 juillet. Il débutera par 2 journées gratuites à l'occasion de ses 30 ans, au programme des animations de rue, mais aussi des concerts de Boulevard Désert ou d'Elmer Footbeat. 12 autres soirées sont prévues. Parmi les artistes programmés, on peut citer les Frérots de la Vega, Louane, Indochine, mais aussi Laurent Voulzy, Alain Souchon ou les Innocents. Poupée accueillera aussi des groupes qui viennent de se reformer comme les Irlandais de The Corrs ou les Insus, les ex-membres de Téléphone. Une soirée Poupée des Rails est aussi programmée, mais Philippe Mindron garde pour le moment le secret autour. Écoutez justement le président du festival de Poupée. Ce qu'il faut, c'est continuer à surprendre, à émerveiller. C'est ça le plus dur finalement. C'est de rester dans une programmation très éclectique. Et cette année, je pense qu'on a encore bien joué le coup avec des découvertes. On est sur quelque chose de très pointu, très frais, de très jeune, mais aussi plein de choses qui sont juste porteuses de bonheur et d'élégance, parce que c'est pas facile d'aller dans tous les univers et on s'y attache vraiment. Et les places pour le festival seront mises en vente à partir du 21 mars. Et puis en marge de Poupée, Philippe Mindron continue de préparer l'édition 2016 du Grand Prix de la Meule Bleue. Objectif cette année, regrouper 1000 mobylettes et donc 1000 patrons. Mais les équipages ne seront plus exclusivement vendéens. Le rendez-vous va s'élargir à l'ensemble des entreprises françaises. Alors pour recruter des participants, un bus va partir de la Rabatelière jeudi prochain pour sillonner l'Hexagone pendant une dizaine de jours. Un périple qui passera par Paris, Dax ou Avignon et qui sera à suivre sur TV Vendée. En bref, le Puy du Fou vient d'acquérir l'anneau de Jeanne d'Arc, un bijou qui aurait été porté par la Pucelle d'Orléans et qui appartenait depuis 1431 aux Anglais. Mis en vente aux enchères à Londres, le parc vendéen l'aurait acquis pour un peu plus de 375 000 € selon le Figaro Magazine. Une cérémonie officielle devrait être organisée au Puy du Fou le 20 mars prochain. La 8e édition du Festival de la Magie d'Olonne-sur-Mer débute officiellement ce vendredi, même si quelques spectacles ont déjà été présentés ces dernières semaines à Sainte-Foy ou Saint-Mathurin. Cette année, le rendez-vous a été resserré sur un seul week-end avec plusieurs représentations prévues d'ici dimanche. 5 artistes se produiront pour des numéros de magie mêlant illusion, élégance et humour. On est loin du simple tour de cartes, comme nous l'explique le directeur artistique du festival. De l'humour, de la magique comédie, de la manipulation, de la poésie, des numéros scénarisés, des grandes illusions, le grand show très dynamique, etc. Et également la magie moderne avec la vidéo, la technologie, quelqu'un qui rentre dans un écran, qui ressort, etc. Et puis la particularité de ce festival, c'est surtout la venue de Stevie Star. Il fait de la magie avec sa bouche, voilà. Donc c'est le seul au monde qui est capable d'avaler un poisson rouge, de le ressortir, une boule de billard, de le ressortir. Un mot de sport, en football, on jouera ce vendredi la 23e journée de championnat de national. Luçon joue à domicile, les Vendéens, 3e du classement, accueille Boulogne, actuellement 10e, coup d'envoi du match à 20h, stade Jean de Mouzon. Et puis les joueurs des Herbiers, eux, se déplaceront à Orléans. Et puis on le sait, le sport c'est bon pour la santé, il fait même partie intégrante de la thérapie de certains malades pour les aider à guérir, à se remettre en forme ou tout simplement reprendre confiance en eux. Mais faire du sport quand on sort d'une opération, que l'on est encore sous traitement, ce n'est pas toujours évident. Alors à La Roche-sur-Yon, pour aider les patients, des séances spécifiques de sport santé ont été mises en place grâce à un partenariat entre la clinique Saint-Charles et le Gymnastic Club. Reportage Alix Lanos. Ok, on va descendre le long de la jambe pour étirer l'arrière de la jambe. Ils sortent d'une opération, d'une longue maladie ou sont même peut-être encore en traitement et font du sport santé. Des séances à visée thérapeutique qui ont lieu au sein de la clinique Saint-Charles. Et sous la houlette de Mathieu, éducateur sportif spécialisé, on ne parle pas maladie, on est là pour se remettre en forme. On revient, elle n'est pas trop loin, sinon vous ne reviendrez pas. Voilà. Il y a un secret médical, c'est-à-dire que le patient ne va pas forcément dire « j'ai été opéré d'un cancer du sein », mais « j'ai des difficultés à mobiliser
mon bras, tel ou tel bras, ou j'ai une fatigue générale. Donc Mathieu va être dans l'écoute, va démarrer par des séances, je dirais, un peu générales, et progressivement va tenter une approche vers une gestuelle qui est complètement performante et adaptée au cas. Et à raison de 2 séances d'1 heure par semaine, ici tous les participants sont conquis. C'est un moment que j'attends. On se fait du bien sans se faire du mal. On se sent un petit peu protégé déjà par le professeur, parce qu'il sait ce qu'il faut faire et pas faire, suivant les pathologies qu'on a. Donc déjà on se sent un petit peu sécurisé, et puis ça muscle bien l'ensemble du corps, donc c'est parfait, moi ça me convient vraiment bien. Et puis beaucoup de détente et beaucoup de bonne humeur aussi. Donc ça c'est merveilleux, parce qu'en fait on est un bon petit groupe. 2, 3... Et oui, au-delà de la progression physique indéniable, le sport favorise également l'insertion sociale. On le voit d'ailleurs sur la séance, les gens apprennent à se connaître. Souvent, c'est des gens qui ont eu des pathologies plus ou moins lourdes, donc qui sont restés un peu chez eux. Et le fait d'aller vers le sport santé, ça renoue avec un lien social. Il diminue entre autres le risque de maladies cardiovasculaires, les chances de développer un cancer ou encore le stress, et augmente même de manière significative l'espérance de vie des pratiquants réguliers. Bref, en prévention ou en traitement, le sport pourrait bien être le meilleur des médicaments. C'est en tout cas ce que défend le Gymnastique Club de La Roche-sur-Yon, premier et unique club des Pays de la Loire à avoir obtenu le label Sport Santé. Avant de se quitter, la météo de ce vendredi, de la pluie et du vent en début de journée avec un mercure entre 2 et 6 degrés. L'après-midi restera agité avec des averses, peut-être de la grêle et des orages, 9 à 11 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Les programmes continuent sur TV Vendée. Il sera question de musique dans la grande émission. Adèle Fugère reçoit des membres du Vendée Jazz Orchestra pour parler de cet ensemble qui réunit des élèves des écoles de musique du département. Émission à retrouver ce vendredi à partir de 18h10. Et puis juste après à 19h10, dans Chemin de Traverse, Grégoire de Châtillon vous parlera de l'histoire des fours à chaud de Chantonnay. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.